avec le lien YouTube accessible de manière privée. OK. Donc concernant les corrections d'exercices, j'ai pu avancer là sur les 2 derniers jours là, entre hier et aujourd'hui. Pas totalement fini, mais j'arrive au bout. Ah oui, c'est vrai, Oui, devant la sœur jumelle de Delphine qui se connecte aussi. c'est ça. Hem, mais je vais arriver au bout des corrections, est-ce que vous êtes tous arrivés à la semaine 2, au bout de la semaine 2? Comment vous Oui. avancez? Moi, j'ai tout fini. Il me reste juste l'exercice à finaliser. OK, parfait, Bah, je suis au même niveau que Delphine, du coup. nickel. Et toi, Sébastien? Ah, toujours pas de son. Mais tu peux le mettre en commentaire, je pourrai te lire. Tu peux écrire ici. Tac. J'avais une Oui, alors ça me précise que j'ai la connexion perdue. module. Oui, dis-moi. Quand tu parles de comment célébrer, Oui, tu mets offrir du temps libre. oui, Concrètement, comment on fait ça? Parce que d'expérience, dans une entreprise, on fait pas trop ce qu'on veut non, et offrir du temps libre, enfin, au niveau des RH, de la direction, tout ça, c'est pas forcément bien vu, et puis ça demande de suivre un processus particulier. mmh. Alors Ça, je dis c'est la pas première chose et la deuxième chose, c'est la carte cadeau. Parce que là, de mémoire, moi, ayant fait partie du comité d'entreprise, du CSE, de l'entreprise, je sais que les cartes cadeaux, c'est contrôlé par l'URSSAF donc oui, exactement. C'est vrai. En fait, donc, pour la première question, c'est vrai que la partie temps libre, en effet, c'est des choses qu'il faut voir avec, les RH. Alors je sais plus comment je le précise, sur la plateforme, mais tout dépend, déjà du de la hiérarchie que tu as avec les personnes, mais aussi, en effet, pour des questions d'assurance et pour pas mal de choses, de s'assurer avec les RH, c'est quelque chose de possible. Donc, en effet, toutes ces choses-là, même, les cartes cadeaux et cetera, c'est des choses qu'il faut, en effet, bien s'assurer auprès de l'entreprise avant d'être sûr de pouvoir les disposer. Hem, je propose des niveaux, plusieurs niveaux de reconnaissance, mais en effet, tout est en fonction de la possibilité de les réaliser. Ouais, on fait pas ce qu'on veut, en entreprise. Même quand le chef d'entreprise veut faire, des trucs et très gentiment, Mmh. il se retrouve souvent, rattrapé par par la patrouille, genre, URSSAF qui vient mettre les pieds dans le plat en disant: «Ouh là, attention, c'est pas autorisé ce genre de truc». Donc Ouais. voilà, faut enfin, c'est un petit bémol, sur lequel il faut se méfier parce que c'est pas toujours possible, Non, mais non, c'est c'est même vrai. rarement possible. C'est vrai que alors ouais, ouais, j'ai, alors rarement possible, oui peut-être, ouais. Enfin, c'est vraiment alors ce que je vais faire, c'est que, et aussi j'ai pas répondu à ta question, je crois que c'est toi qui m'avais posé une question sur la plateforme. Oui. Je l'ai épinglé pour être sûr de bien regarder. Je vais aussi regarder sur cette partie-là pour être sûr que j'ai bien mis, si pas un astérix, mais au moins, entre parenthèses, sous réserve, que ce soit réalisable, quoi. Mmh. Qu'on prenne pas au pied de la lettre, ce que je dis, puisque c'est vraiment pas mon intention. Ouais, ouais, enfin voilà, faut se méfier, quoi. Mmh, tout à fait. En tout cas, bonne remarque. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, c'est vrai que ce que dit Delphine, ça m'a surpris aussi. Je me suis un petit peu arrêté dessus. Et il est vrai que tout ce qui est avantage en nature, en tant que responsable de projet, on est forcément assujetti à une réglementation. Mmh, Là où ça peut fonctionner, c'est avec un accord forcément hiérarchique, forcément, qui lui est responsable justement de ce genre de procédé, ou alors être son propre responsable d'entreprise. Enfin, on est responsable de sa propre entreprise. Et là, d'un commun accord entre deux entreprises, on peut avoir ce Oui. genre de procédé. ouais, C'est ce que j'ai fait dernièrement avec mon entreprise.
quand on m'apportait un lead, enfin un certain nombre de leads au bout d'un certain temps, il y avait des cartes cadeaux, des choses comme ça, mais c'est un accord, un protocole entre les deux entreprises. C'est ça, ok. C'est très cadré. Non, c'est vrai que ça peut être très canalisé. Et puis, il y a aussi cette partie prestataire. Parfois, on a des prestataires qui vont travailler pour un client. Si le prestataire travaille avec d'autres prestataires, il peut considérer que il s'agit d'un cadeau client, même si c'est une autre branche ou une autre société avec laquelle elle travaille. Et dans ce cadre-là, ça peut fonctionner aussi. Moi qui ai beaucoup travaillé dans le monde du consulting, en effet, je pense que c'est peut-être plus facile de ce côté-là qu'une entreprise avec laquelle on n'a que des salariés employés et pour lesquels, en effet, on est peut-être plus, c'est peut-être plus délicat. Merci pour vos remarques et merci Sébastien aussi pour ton retour. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Ah, juste une dernière chose. Moi, je vais dis-moi. être obligé de partir à 2h moins 10. J'ai un rendez-vous médical et voilà. Pas de problème. La session est enregistrée. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Nickel. Donc cette semaine 2, il y avait un volet structure et un volet soft skills. Donc il y a deux pages principales. Sur la partie structure, c'est vrai que j'ai proposé sur la plateforme d'avoir un découpage de projet en 3 phases, 3 grandes phases: l'initiation, l'exécution et la clôture. Vous pouvez rencontrer des chefs de projet qui vous diront non, mais un projet c'est 4, c'est 5 phases. Il y a forcément une phase de design, il y a forcément une phase de architecture ou une phase de planification. C'est vrai que ces activités-là, design, planification par exemple, c'est des choses qu'on fait dans un projet et qui, pour moi, à mon sens, soit ça fait partie de l'initiation, soit ça fait partie de l'exécution, soit c'est un total fil rouge. Notamment pour le design. Alors, si on se rappelle, l'initiation, c'est cette première phase qui vient un petit peu décortiquer le cahier des charges et la finalité, c'est d'arriver à un business case. Donc, cette partie contractuelle, le contrat qui est bien établi avant de démarrer les travaux, donc avant de démarrer l'exécution. Donc, quelque part, cette partie initiation, elle pourrait inclure une activité de design. On n'est pas forcément obligé d'appeler comme une phase à proprement parler. Design, dessiner la solution, dessiner un petit peu les livrables, à quoi ils vont ressembler. C'est un effort à réaliser de manière à avoir, au final, une vue un peu plus précise sur le coût des livrables, sur le coût de réalisation de ces livrables. Et en effet, si ce design va bien contribuer à l'élaboration d'un business case, ce design fait partie de l'initiation, à proprement parler. Si on parle de planification, par exemple, pour moi, c'est plus une activité fil rouge. La planification n'est pas une phase à proprement parler qui a un début et une fin et on s'arrête. La planification, on la réalise durant l'initiation. Ça veut dire que lorsque le business case est établi, on se propose de réaliser une planification du projet. Mais également, lorsqu'on a cette vue-là, il faut savoir qu'un projet a une vie qui n'est pas forcément robotisée. Ça veut dire que c'est pas forcément ce qu'on a prévu à la fin de l'initiation dans le business case qui va forcément se passer exactement comme on l'a prévu. Il y a des événements qui vont venir autour du projet, négatifs, positifs, et qui vont influer sur les livrables, peut-être leur date de livraison, peut-être aussi leur mode de fonctionnement, et qui vont influer aussi sur les différents jalons qui avaient été initialement prévus. C'est pour ça que la planification dans un projet, elle doit être continue. La planification, elle doit être réalisée à mesure qu'on a un comité de pilotage, par exemple. Donc chaque mois, et ça vous le verrez en semaine 4, chaque mois, on se propose de se dire, OK, est-ce qu'on tient vraiment ce planning? Est-ce que finalement, là, comme on a eu des soucis avec ce livrable-là, est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est serein? J'ai pas le terme. Est-ce que c'est l'absolue vérité que finalement, on va vraiment être dans les temps? Ou est-ce on s'y paraît plutôt raisonnable et on décale plutôt ce livrable de 2 ou 3 jours ou d'une semaine ou de 2 pour être plus réaliste? Est-ce que c'est réaliste? C'est vraiment ça le terme.
Et donc, on se remet en question de manière continue sur cette planification et on propose un nouveau planning. Il est possible que ce planning, à la fin, hein, ou en tout cas, l'idée n'est pas d'arriver à la fin et de dire que finalement on va décaler de 6 mois, mais plutôt d'anticiper les évolutions du planning, de manière à aussi le proposer et peut-être déjà dire au comité de pilotage: «Ah attention, on a un petit décalage, là c'est peut-être 2 semaines, mais si on rencontre tel problème, il est possible qu'on allonge d'1 mois». Le comité de pilotage est déjà averti et se dit: «Ah OK, est-ce qu'il faut prendre une décision, peut-être par rapport à un autre projet qui est, concurrent, enfin qui concourt en même temps que le vôtre?» Et cetera et cetera. Pour voir s'il n'y a pas d'autres interdépendances et aussi en termes de coûts, un projet qui dure et aussi un projet qui est un peu plus coûteux. Est-ce que ça a un impact aussi à ce niveau-là? Donc c'est pour ça que la planification ne devrait pas être une phase à proprement parler, mais devrait être continue et inscrite dans l'initiation, dans l'exécution. Et en effet, sur la partie clôture, on n'a plus rien à planifier, on est déjà à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 différentes phases du projet? Non, des questions, non. Ça, par rapport à ce que tu disais là, sur le design, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, donc moi je travaille en agencement, donc menuiserie, haut de gamme, etc. Il est vrai que la menuiserie fait partie forcément, en tout cas en ce qui me concerne, de l'exécution et non pas de l'initiation. On a une idée dans l'initiation, on sait où on veut aller, il y a un concept, mais après il y a tout à créer. Et Ouais. c'est là où il y a justement un fil rouge sur l'exécution, jusqu'à l'intégration sur site de nos ouvrages. La Ouais. planification, forcément, elle est initiée avant l'exécution, mais dans tous les cas, ça reste vivant jusqu'à la clôture. Exactement. Alors, est-ce qu'on refait un planning où on fait évoluer le planning vivant? Dans tous les cas, ce n'est figé qu'à la clôture. Tout à fait. Et ce que j'ai peut-être pas, bien précisé, c'est que cette partie design qui peut faire partie de l'initiation, peut aussi faire partie de l'exécution. Et dans ce sens-là, si une activité de design fait partie de l'exécution, c'est on s'autorise un certain point d'interrogation sur le vrai coût du projet. On se dit que bon, on a un business case, on suppose qu'il va être notre projet va coûter tant, mais c'est sous réserve que lorsqu'on avance dans le design des différents livrables, on se dit que finalement, en fait, on peut pas faire rentrer, le logo, 4 mètres par 5 parce que nos agences, elles sont, plus petites, donc c'est un peu plus délicat. Ça sera peut-être plus coûteux et on se rend compte que finalement le design final va faire en sorte à ce que le coût soit aussi différent. Et donc on s'autorise de se dire qu'on a une variable sur le budget par rapport au projet. Donc c'est pour ça que cette partie design peut être soit initiation, soit exécution, il n'y a pas de règle prédéfinie. C'est là où intervient l'expérience de l'entreprise. Exactement, oui, tout à fait. Ensuite, sur la partie des livrables et des lots de travaux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en effet, votre projet, le but d'un projet est d'obtenir et de livrer des livrables, des produits. Et pour obtenir ces livrables, ce qu'il est important de faire, c'est pouvoir les découper en lots de travaux, en petites activités qui vont vous permettre de voir que vous avancez et aussi peut-être de fractionner l'avancement du projet. C'est plus facile d'avoir et en tout cas de voir l'évolution d'un projet lorsqu'il y a plein de petites activités qui sont réalisées, plutôt que de se dire: «On a un projet, c'est un livrable, un, lot de travaux, une activité», mais quelque part délicat de dire: «OK, on en est à l'étape 1, on va passer à l'étape 2». Il y a qu'une seule étape et là, c'est délicat. Ce qui est important de savoir, c'est que pour chaque, dans une phase d'exécution, on peut avoir plusieurs sous-phases et déjà plusieurs découpages et une sous-phase peut correspondre à un livrable, et on peut se dire qu'on a autant de sous-phases que de livrables, mais qu'en dessous, pour chacun de ces sous-phases, chacune de ces sous-phases, pardon, on a des lots de travaux, donc qui sont les activités les plus petites. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va créer ces lots de travaux, quelle est la base sur laquelle on va se reposer pour se dire, voilà, on a un bon lot de travaux, on a l'activité la plus petite possible mesurable. Il y a une méthode que je n'ai pas exposée sur la plateforme qui est la méthode des 8-80. Je ne l'ai pas exposée sur la plateforme parce qu'on ne peut pas la prendre comme argent comptant sur tous les contextes possibles. Mais elle a le mérite d'exister, je m'en suis déjà servi, ça m'a bien aidé. Elle aide surtout lorsqu'on travaille dans un contexte
qui est peut-être pas forcément un contexte de prédilection, un contexte peut-être nouveau pour vous. Et dans ce cas-là, on a besoin de s'armer de quelques connaissances pour être sûr de bien saucissonner, de bien fractionner son projet. Cette méthode des 8-80, elle consiste à dire que pour un bon lot de travaux, on le définit parce qu'il nécessite entre 8 heures et 80 heures de travail. Si une personne est associée à un lot de travaux, ça veut dire que cette personne-là va fournir pour ce lot de travaux entre 8 heures et 80 heures. En revanche, si on se dit qu'il faut peut-être 2, 3, 4 personnes pour réaliser ce lot de travaux, il faut répartir ces 8 heures, 80 heures sur ces 3, 4 autres personnes. Pas forcément de manière équitable, hein, chacun a son activité à faire. Une personne peut très bien avoir 5 heures, une autre 20, une autre 40, mais le but est d'arriver à la fin à l'exécution, à la réalisation de ce lot de travaux. Donc c'est une méthode qui a le mérite d'exister et qui peut être intéressante dans un contexte que vous ne connaissez pas et pour lequel vous avez besoin de vous dire, OK, là c'est un lot de travaux, OK, on passe à la suite. Maintenant, il y a ces 8 heures, 80 heures. Si en effet ça dépasse d'une heure ou deux ou de 5 et que forcément vous arrivez à un lot de travaux, ça peut marcher aussi. Mais le principe est là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie structure d'un projet? Non. Pour la partie soft skills et la partie compétences, c'est vrai que c'est important pour un chef de projet d'être performant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la performance, elle va se voir sur la manière dont vous allez réaliser vos activités. Un chef de projet est une personne qui devrait avoir un quotidien jalonné, occupé, mais surtout bien identifié et bien programmé. Vous avez des échéances en tant que chef de projet qui vont surtout résider sur 2 activités principales que sont le comité de pilotage et le comité de projet, qu'on verra en semaine 4. Mais pour réaliser ces comités de pilotage et comités de projet, vous avez besoin de réaliser des activités qui vont permettre à ces 2 comités d'exister. Puisque, en règle générale, ces comités-là sont à la main du chef de projet. En tant que chef de projet, vous avez la main sur un projet, ça veut dire que vous êtes responsable du déroulé d'un projet, de son planning et de son exécution, et quelque part de bien suivre tout ce qui va se réaliser dans le projet pour être sûr qu'on reste dans les clous. Et en effet, si on doit sortir des clous, votre rôle est de lever le doigt, tirer la sonnette d'alarme si c'est nécessaire, pour dire attention, on avait prévu ça, mais ce sera pas ça, ce sera autre chose. Et quelque part, c'est important de le faire. Votre rôle s'arrête là. Je dis s'arrête pour revenir à ce que je disais la semaine dernière, le chef de projet n'est pas responsable de tout. Donc quelque part, c'est important de pouvoir, en tant que chef de projet, se dire que si chaque mois j'ai un comité de pilotage et que dans ce comité de pilotage, on a besoin de voir quelle est l'évolution financière du projet, je vais m'atteler à avoir une fois par mois 2 heures pour extraire l'ensemble des chiffres, l'ensemble de ce qui est nécessaire pour constituer ce reporting financier. Pour un comité de projet, j'ai besoin de savoir si les livrables les plus importants ou peut-être ceux qui ont une échéance la plus proche vont, s'ils sont en bonne exécution, en bonne voie, mais être sûr qu'ils vont arriver dans les temps. Et quelque part, même s'ils vont arriver dans les temps, c'est bien de s'en assurer. La confiance n'exclut pas le contrôle et surtout d'aller au-devant des personnes qui sont responsables de ces livrables et de se dire, OK, est-ce qu'on est toujours bon ou pas? Ça laisse la porte ouverte, en tout cas, à la discussion et de savoir si vraiment, s'il y a un problème, au moins vous le savez avant même que le comité de projet existe. Ça veut dire que vous anticipez un possible problème. Et c'est valable pour les risques, c'est valable pour les problèmes, c'est valable pour les incidents, pour toutes les activités qu'on va avoir à traiter dans un projet. Risques, incidents, problèmes seront vus la semaine prochaine. En termes de qualité, le chef de projet, lui, doit être un bon communicant. Vous le savez, le chef de projet est un petit peu au cœur de beaucoup de rôles dans un projet, le commanditaire, le responsable utilisateur, etc. C'est bien de pouvoir communiquer, mais bien communiquer, mais à bon escient. On ne va pas communiquer de la même manière au commanditaire que vous allez le faire pour un chef d'équipe ou avec l'autorité de changement. C'est bien de pouvoir donner les informations qui leur sont importantes de manière à ce qu'ils puissent avoir la base pour aussi, eux, réaliser ce qu'on leur demande. La réactivité est aussi importante puisque
si votre commanditaire vous précise que la direction de l'entreprise propose de réduire tous les budgets de 10%, tous les budgets des projets de 10%, il faut pas attendre avant de pouvoir désigner les activités qu'on va devoir arrêter, suspendre ou ne pas faire pour éviter quelque part que un équipier projet se lance dans quelque chose qui finalement va être arrêté. Donc c'est cette réactivité-là, donc ça c'est un exemple, mais ça permet de s'assurer qu'on va respecter ce qu'on nous a demandé. Donc la réactivité est aussi une qualité à bien conserver. Mais l'autre volet est la partie humaine. C'est vrai qu'en tant que chef de projet, on travaille encore avec des humains, pas encore qu'avec des robots, même si on va peut-être y venir. C'est vrai que le sens humain, il est bête et simple et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on aime juste parler de choses qui vont parfois peut-être un petit peu au-delà de notre travail. Et parfois, c'est vrai que lorsqu'on commence une réunion, c'est toujours bien de pouvoir toujours un petit peu briser la glace et de parler de ce qui nous environne aussi, sans forcément s'étaler, mais quelque part, ça va simplement montrer aux personnes avec qui vous travaillez que vous n'êtes pas là vous n'êtes pas qu'un chef de projet ou qu'une chef de projet. Vous êtes aussi un humain avec un environnement, des sens. Et quelque part, c'est bien, même si ça dure que 2 minutes, de pouvoir s'exprimer à ce sujet. Ça permettra un jour à une autre personne de se dire ah oui, mais c'est vrai qu'il me parlait de ça. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Et ça permet d'avoir un lien d'accroche aussi avec l'ensemble des équipes et projets. La partie organisation, c'est vrai que c'est très important. Alors, je reviens aussi peut-être avec le quotidien complet du chef de projet. L'organisation, elle doit se voir sur vos communications, sur votre tout ce qui va ressortir de ce que vous allez partager, vos supports, mais surtout, ça va permettre de vraiment se servir de vous comme référence pour le projet. Et c'est ce qui est important. Personne d'autre que vous ne peut être sollicité pour qu'on puisse parler du projet. Et c'est quelque part un résultat qu'on doit avoir lorsque l'organisation est bien faite. Et enfin, sur la partie collaboration avec l'équipe, alors ça rejoint avec le sens humain. Ce qui est bien, c'est toujours de créer du lien, je le disais, mais aussi de célébrer les succès. J'ai par expérience eu beaucoup de cas de figure dans des entreprises dans lesquelles j'ai été sollicité, où on s'attardait à ce qui est tout à fait ce qui est important, hein, on s'attardait sur sur les faits négatifs. J'ai eu des commanditaires qui me disaient Joy, c'est bien ton reporting là, mais non, je veux que tu commences par la page des problèmes, la page de ce qui va pas. Je veux voir en premier ce qui va pas. Mais ça empêche pas quelque part de partager une autre page qui vient juste après avec les choses qui ont bien fonctionné, les choses qui sont peut-être oubliées, mais qui permettent aux personnes qui travaillent avec vous de se dire ah ben tu vois regarde t'as vu il a marqué ce que j'ai fait la dernière fois. Je pensais que c'était qu'on n'allait pas en parler, mais oui il s'en est rappelé. Et quelque part, ces petites choses-là, c'est en termes de reconnaissance, c'est minime puisqu'il suffit juste de rapporter, soit dans une communication email, soit à la fin d'une réunion, soit dans un reporting de comité de pilotage ou comité de projet, un fait qui a été bien réalisé et qui permet aux personnes qui travaillent avec vous de se dire ok, on fait aussi du positif, on ne tape pas juste sur les doigts lorsque quelque chose ne marche pas. Et c'est vrai que cet ensemble-là permet de cultiver une atmosphère positive dans une équipe et dans un projet. Voilà pour cette dernière page que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que ça vous parle? Non, mais le côté célébrage, entre guillemets, de succès, c'est vrai que c'est pas la partie la plus simple, pour la simple et bonne raison qu'on a toujours la tête dans le guidon et qu'il est rare de gérer un seul projet. C'est souvent multitude de projets qui ont des durées de vie plus ou moins longues, plus ou moins compliquées, et souvent avec les mêmes interlocuteurs. Donc, il est vrai que parfois, la tête dans le guidon, on pense pas forcément à la lever et à dire stop, voilà, on clôture correctement avec tout le monde, non pas que avec l'aspect financier et que le client. Et il est vrai que c'est un tort. C'est un tort parce qu'il n'y a pas, en fait, on crée une continuité entre tout, sans mettre des points sur des succès ou des problèmes d'ailleurs.
C'est plus facile souvent de mettre le doigt sur un problème que Oui, le doigt c'est sur la vrai, fin c'est vrai. et de célébrer ou féliciter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Sébastien, pas de son, mais je sais pas si... Toujours pas de son. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui, ça ramène, enfin la question en tout cas de fin, le cas pratique ramène un peu à la- à l'étude de la performance, Oui. avec le RACI, avec le SWOT, avec tout ça. C'est des choses qu'on va voir après ou... Alors, RACI SWOT, non. RACI, je l'ai volontairement pas mis puisqu'il est, il est à mon sens. Alors, je l'ai beaucoup vu dans beaucoup de projets dans lesquels j'ai travaillé, mais je trouve qu'il n'est pas utilisé parce qu'il est trop complexe. Complexe dans le sens où c'est bien de l'avoir parce que lorsqu'on en a besoin, ça permet de retourner dessus et de se dire ah oui c'est bien lui qui est responsable, non lui c'est bien un accountable. Mais en revanche, je pense qu'on l'utilise pas. Je pense qu'on l'utilise pas en entreprise et je pense que c'est beaucoup trop compliqué à faire adhérer pour le peu d'utilisation qu'il y a dans les projets. Donc je préfère m'arrêter à cette vision acteur de projet pour dire qui fait quoi, quitte à extrapoler, dire qu'il y a d'autres rôles possibles, plutôt que de m'attarder sur le RACI qui aurait pris, je pense, certainement une journée, parce que pour des personnes qui connaissent des projets, ce serait simple. Pour d'autres qui ne les connaissent pas, il faut quand même bien expliquer les tenants et aboutissants. Et peut-être aussi de faire le parallèle avec les rôles. Donc pas de RACI. Et pour le SWOT, euh, on parle des problèmes où on a une méthodologie qui va être exposée, sans faire de spoil Ishikawa. Le SWOT ne s'inscrit pas dans la manière que je voulais présenter cette partie gestion de problèmes. C'est plus un outil d'analyse, même si c'est vrai que c'est intéressant et je m'en suis déjà beaucoup servi. J'ai pas trouvé la partie de la formation où je pouvais bien l'exploiter, mais ça peut changer. Enfin, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, même si le déroulé de cette formation de projet est peut-être pas forcément la plus propice à parler d'un SWOT. Ok. On verra ça lundi alors. Yes, oui. La troisième semaine, c'est celle que je préfère. Donc vous verrez les risques, les problèmes, les incidents. Et donc c'est ce que je pense qui peut faire garder un projet en bonne voie lorsqu'on a la maîtrise de ces trois parties. Ok. Je vais interroger, juste pour terminer, enfin, je voudrais faire une parenthèse. Ah, vas-y. Je vais interroger sur la certification au mois Oui, de mars. oui. Ça fonctionne comment? Il y a un QCM, c'est que de l'oral, c'est comment? Alors, ce sera écrit. Je vais vous envoyer d'ailleurs juste après cet après-midi, là, juste après l'envoi des corrigés, un email où ce sera écrit tout en bleu qui explique un petit peu les modalités d'accès à l'examen. Mais ce sera bien un examen de type écrit, donc pas de QCM, pas d'oral non plus. Tout va se passer en ligne, c'est-à-dire vous serez en visio comme là, comme aujourd'hui. Et on va vous donner un document sur lequel on va vous exposer un contexte et différentes questions autour de ce contexte. On aura une session de préparation à l'examen qui interviendra la semaine qui précède l'examen. Il me semble que la date est déjà définie parce que j'ai déjà dû la mettre C'est sur le la date de plateforme. mars, hein, comme ça? Oui, je crois, oui. Et donc l'idée, c'est que je vais passer en revue les différents types de questions qu'on peut avoir pour l'examen et ça permettra d'aborder l'examen de manière plus sereine, surtout pour le préparer, parce que les questions sont pas forcément si évidentes que ça, même si, elles sont faciles à répondre dans le sens où les réponses, vous les connaissez, mais, la manière dont est posée la question, voilà, il y a peut-être un moyen d'interpréter la question pour être plus serein. Donc Ok, la session de préparation va être très utile pour ça. on va très bien, ça marche.
Si pas d'autres questions, écoutez, je vous propose de terminer pour aujourd'hui et je vais continuer poursuivre les corrections, vous envoyer le corrigé, d'abord envoyer le corrigé et la visio et ensuite je terminerai les corrections. Parfait. Merci beaucoup. Bon week-end Excellent à tous les week-end à deux. vous. Merci.